Je vous le disais en titre, notre invité ce soir, il se nomme Amadou Bamba Thiam. Bonsoir. Bonsoir Alioune Gueye, c'est un plaisir de vous revoir. Amadou Bamba Thiam, vous êtes candidat à la candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Vous êtes le président ou bien le leader du mouvement Bop Sahar, la locomotive. Je vais présenter à nos téléspectateurs, vous êtes ingénieur informaticien, titulaire d'un master en business et administration, gestion des entreprises, doctorant en diplomatie et relations internationales, expert en cybersécurité et cybercriminalité, mais également vous avez une dizaine d'années d'expérience dans la Silicon Valley, en Californie, aux États-Unis, un riche parcours. Raison pour laquelle vous voulez briguer le suffrage des Sénégalais, vu votre parcours? Avec humilité. Effectivement, j'ai un parcours qui me permet effectivement de briguer le suffrage universel au Sénégal. Pourquoi vous voulez être président de la République? C'est une question qui est très intéressante. En fait, je suis le leader d'un mouvement dénommé Bop Sahar, la locomotive, qui a été créé en 2018, il y a un peu plus de 5 ans. Donc c'est bien aussi de rappeler l'idéologie derrière le mouvement Bop Sahar, qui a été créé effectivement en 2018 et la philosophie originale. Bop Sahar. Pourquoi d'abord? Restons sur le nom. Pourquoi la locomotive? Oui, pourquoi ce nom Bop Sahar? C'est une philosophie issue d'un mouvement de transformation novatrice, comme on dit, qui est basée sur le savoir, comme Kham, le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-faire, le travail, qui est la base du développement dans tous les pays, et aussi l'engineering, qui est le fruit du travail et aussi du savoir. Donc, Bop Sahar, la locomotive, donc en quelque sorte, c'est ça le nom de votre mouvement? L'idéal. Et en fait, nous avons constaté que, et c'est la réalité, le Sénégal est notre bien commun. Et c'est à nous tous de le protéger, de le préserver et de contribuer à le faire prospérer. Donc un tel impératif devient une sacerdoce pour tout Sénégalais et tout Sénégalaise d'en faire une priorité et de faire de sorte que chaque Sénégalais puisse devenir ou être la locomotive capable de tirer le pays vers l'avant pour un développement social, économique, de paix et de prospérité. Puisque vous êtes candidat à la candidature à l'élection présidentielle de 2024, qu'est-ce que vous voulez apporter de nouveau dans ce pays? Effectivement, nous avons constaté en fait il y a beaucoup de priorités. En fait, apparemment, tout constitue une priorité ici au Sénégal. Nous prenons un changement de comportement, un changement de paradigme, un changement d'esprit, basé effectivement sur ce que je vous ai énoncé à l'entame de l'émission, le savoir qui constitue le socle du développement dans tous les pays, le travail, l'engineering comme on dit. Il y a aussi le fait que la pauvreté est en fait un des principaux maux au Sénégal. Et quand on parle de pauvreté, on parle de faim et de disponibilité de l'eau. Donc j'ai eu à faire parcourir le Sénégal ces 5 derniers mois, de la Casamance au nord du Sénégal, à Saint-Louis, dans le Gandiol, dans les îles du Saloum et dans la vallée. Qu'est-ce que vous avez remarqué lors de votre tournée nationale? J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à l'organisation, parce que le pays regorge de talents et la principale richesse du Sénégal est le capital humain. Les Sénégalais sont
en général très intelligents. Ils aiment travailler. Le sous-sol est riche. Le capital humain existe. Les ressources naturelles aussi existent. Donc il suffit simplement d'organiser tous ces secteurs dont je viens de vous parler pour avoir un pays dans lequel les Sénégalais pourraient vivre dans la paix et dans la prospérité. Et comment comptez-vous régler ce qu'on peut dire, ou bien ce qu'on peut appeler les problèmes des Sénégalais actuellement? On parle de la hausse des factures d'électricité, de la vie chère, le chômage des jeunes. Comment comptez-vous régler le problème des Sénégalais? Donc vous avez énoncé plusieurs points. Comme je l'ai dit, tous ces points sont prioritaires. Le problème de la faim, comme je ne vais pas l'appeler, il faut appeler les choses par leur nom. Il faut, en fait, je pense que l'agriculture est une de nos principales activités ici au Sénégal. Donc je me dis, il faut une agriculture qui est intensive, qui implique l'utilisation des technologies. Bon, moi, j'ai eu à visiter plusieurs pays, plusieurs États aussi aux États-Unis, dont la Californie, qui est l'État des leaders dans la production agricole. Donc l'agriculture intensive avec l'utilisation des technologies pourrait nous aider. En même temps aussi la mise à disposition de l'eau, pas seulement de l'eau, mais d'une eau qui est potable, qui est saine. J'ai visité des villages où jusqu'à présent les femmes puisent de l'eau des puits, et je pense que c'est une étape qu'on devait dépasser depuis très longtemps. Je suis allé dans les îles du Saloum et j'ai vu beaucoup de villages qui ont disparu ou qui sont en train de disparaître à cause de l'avancée de la mer de la région côtière. J'ai visité des champs, des cultivateurs à l'intérieur du pays qui avaient des problèmes de la qualité, pas de semences, mais de la qualité des semences. Dans la vallée, ils ont énoncé le problème de l'organisation. Parce qu'avec les cultures contre saison, il faut obligatoirement qu'en fin juin, que tout se termine. C'est-à-dire que le fait de labourer, de semer et de récolter. Donc les machines tardent à arriver parce qu'elles viennent de la Mauritanie. Et il y a un bout de 10 ans, c'était l'inverse. Les machines partaient du Sénégal pour aller en Mauritanie et pour aider à la récolte. Donc ça constitue un recul dans la gestion. Et tout ça, en général, sont dus à des problèmes d'organisation. Donc je me dis que si... la mauvaise gouvernance mauvaise gouvernance, problème d'organisation. En général, quand il s'agit de réfléchir, de mettre en place des plans, de mettre en place des projets, en général, les gens sont bons. Mais quand il s'agit de la mise en œuvre et du suivi, l'application, la mise en œuvre, le suivi, c'est ça qui pose problème. Et vous, une fois, ou bien si vous êtes élu, vous allez régler les maux des Sénégalais, si on peut dire? Effectivement, dans la patience, dans la persévérance, et aider le Sénégal à se hisser à un niveau de développement comparable aux pays développés. Sur la hausse des factures d'électricité, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes victime de cela? Oui, effectivement, moi je suis un client de OFL, donc victime de tout ce dont on sait et que je n'ai pas besoin de répéter. Et moi je le vois sous un autre angle et qui est un peu plus simple. Donc, en fait, c'est l'absence de confiance. En fait, les consommateurs de OFL, en fait, n'ont pas confiance en la Sénélec. En fait, c'est ça. Et en fait, pour régler le problème, comme je l'ai dit dans une des réunions à laquelle j'ai eu à participer, je lui ai dit que pour plus de transparence, ce serait au lieu de dire que, bon, à cause du changement climatique et de l'utilisation exponentielle
des appareils dans les maisons. Ce serait bien, pour des soucis de transparence, qu'on mette en place une plateforme ou une application qui permettrait à tout client de Woyofal de pouvoir accéder à toutes ces informations sur les achats, la consommation du 1er janvier au 31 décembre. Le directeur général de la Sénélec qui dit que oui, il y a une nouvelle façon d'utiliser l'électricité. Il dit ça comme alibi. On pourrait, vous êtes en phase avec lui? Je dis, on pourrait le lui concéder, mais il faut des preuves. Il faut des preuves. Donc, comme on dit, comme preuve, cela pourrait en fait être la mise en place d'une application, d'une plateforme qui permettrait, vous vous rappelez, il y a 10 ans, les factures téléphoniques qu'on recevait chez nous, vous vous rappelez? Oui. On vous donnait 10 mais on se rappelle, je m'en souviens, effectivement. C'était peut-être 20 à 10 pages, 10 à 20 pages. Et du 1er au 30, on vous donnait tous les appels que vous aviez émis. Effectivement. La date, l'heure, même parfois même le montant. Donc ça vous permettrait, si jamais par exemple on facture des minutes que vous n'avez pas utilisées, que vous ayez la possibilité d'appeler le service client et qu'il vous explique. Donc la même procédure pourrait être utilisée par Sénélec dans les procédures de transparence. Cela permettrait au client qui est roi, comme on dit, le client est roi, et la Sénélec est là pour les populations et non pas l'inverse. Pour cette transparence, mettre en place cette plateforme qui permettrait à tout client de pouvoir avoir une idée exacte sur toute sa consommation et ses achats au lieu de se baser sur les captures d'écran, comme les gens ont l'habitude de le faire. Très bien. Amadou Bamba Thiam, leader du mouvement Bop Sahar, la locomotive, candidat à la candidature à l'élection présidentielle de février 2024, est notre invité ce soir. Alors, avez-vous un programme spécial sur la lancinante question du chômage des jeunes? Les jeunes continuent de quitter ce pays à leurs risques et périls. Parfois, ils prennent même des pirogues de fortune pour aller à l'étranger. Il y a aussi une autre voie qui est empruntée, celle du Nicaragua. Avez-vous un programme spécial pour lutter contre le chômage des jeunes? D'abord, j'ai commencé par présenter mes condoléances à toutes les familles qui ont eu à perdre des parents et des proches. Comme je l'ai dit, l'agriculture est la base du développement. Donc les gens en fait quittent le pays parce que non seulement ils ne peuvent pas trouver des emplois, mais aussi le problème de la vie chère et de la faim aussi est un problème. Donc je me dis que le retour à l'agriculture est une solution parce que nous avons des terres qui sont disponibles. Nous avons aussi, il faut aussi de la formation. La formation. Je ne parle pas de formation classique, mais de formation professionnelle adaptée aux besoins du marché. Une fois que cette formation est assurée par rapport aux besoins du marché et aux besoins aussi des temps modernes, n'oublions pas que le numérique est là. Et le numérique, nous allons parler du numérique. On va en parler. Mais restons sur le chômage des jeunes. En fait, le numérique fait partie des solutions pour résoudre le chômage des jeunes, parce que le Sénégalais est très intelligent. Il est très difficile, voire impossible, de voir un jeune Sénégalais qui n'a pas accès à un téléphone portable. Mais à vous entendre parler, nous avons l'impression que vous prenez un retour à la terre. Un retour à la terre, parce que en fait, effectivement, donc si le problème du Sénégal, en fait, c'est la vie chère. Et quand on parle de vie chère, le panier de la ménagère en est la priorité. Et qu'est-ce qu'il y a dans le panier de la ménagère? Mais c'est les légumes, c'est le riz, c'est les denrées de première nécessité, mais qui proviennent de la terre. Donc je vous dis que si on prône un retour vers l'agriculture, mais avec une agriculture qui est adaptée aux technologies actuelles. Il faut une agriculture qui est moderne. Une agriculture qui est moderne. Il faut aussi inclure aussi l'industrialisation. Et quand on parle d'agriculture, il y a l'industrialisation parce que les produits vont être transformés, il y a aussi la conservation, et tout ça constitue des niches d'emploi. En plus de la formation adaptée aux besoins
de l'industrie, aux besoins du marché du travail, aux besoins des temps modernes. Donc si on combine cette solution avec ce que je viens de vous dire, je pense qu'une partie du problème, ça aussi les encadrer. On peut former quelqu'un, l'aider à l'auto-entrepreneuriat, parce que nous aussi, nous prenons au niveau de Bob Sahar la création d'emplois, l'auto-emploi, effectivement, l'engagement dans les activités génératrices de revenus compte tenu de l'ingéniosité des Sénégalais. Aussi, surtout aussi l'accompagnement. L'État n'a pas pour mission de trouver du travail aux populations, mais de les accompagner, de les encadrer et de les aider à mettre en place ces structures qui leur permettront de créer des emplois et aussi surtout l'encadrement, et ça pose défaut. Mais pour ça, il faut une administration efficace, une administration moderne, qui est là pour les populations et non pas le contraire. Après le discours, les promesses et tout, pensez-vous au parrainage? Sera-t-il un obstacle pour vous? Oui, bon, je pense qu'on en a parlé offline. En fait, ces élections, enfin ces élections présidentielles de 2024 est bien parti pour prendre le record des candidats à la candidature. Aussi même éventuellement aussi des candidats finaux. C'est possible. Et cela effectivement est dû à la maturité de la démocratie sénégalaise, et tout bon citoyen a le droit ou le devoir de partager ses idées avec la population. Mais plus de 200 candidats à la candidature, c'est ça que je voulais dire. Donc avec le retrait de façon exponentielle et en quantité des fiches de parrainage, effectivement, nous risquons d'assister à cette pléthore de candidats. Donc certains l'interprètent comme étant une dévalorisation de la fonction présidentielle ou un manque de considération de la fonction de président ici au Sénégal. Mais il y a aussi la volonté divine. Nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avec ses capacités infinies, pour qu'une chose soit, il suffit simplement de dire à la chose d'être et la chose est. Donc c'est une combinaison. Mais effectivement, le parrainage est un problème. Le dernier point sur lequel je voulais me présenter, c'est peut-être un manque d'organisation. Et je vous le disais tout à l'heure, moi je crois que avant de retirer une fiche de parrainage, la condition sine qua non devrait être de spécifier dès le départ, si vous optez pour un parrainage citoyen, un parrainage des élus exécutifs ou un parrainage des députés. Parce qu'on a constaté que certains appareils politiques ont déjà calé le parrainage, soit au niveau des députés ou au niveau des exécutifs, mais sont en train de se disputer. C'est le cri de cœur de certains candidats. On a entendu Pape Djibril Fall, donc vous êtes en phase avec eux? Effectivement. En fait, eux, ils savent qu'ils ont déjà le parrainage en poche. Parce que certains l'ont dit dans ils ont des députés, ils ont le nombre de maires demandés. Certains ils l'ont dit dans les médias. Ils ont déjà le parrainage en poche. Donc pourquoi se disputer les parrains sur le terrain avec les candidats? Donc ça pose problème. Mais ça pose problème parce que avec le phénomène des doublons, il suffit simplement qu'un candidat choisisse un parrain qui a été déjà choisi par son prédécesseur avec le système de la loterie, mais ça cause Mais pensez-vous que vous aurez le nombre demandé? Nous avons actuellement vous êtes en train de travailler sur ça pour éviter les doublons, les mauvaises signatures et tout. On avance
Et à l'instar de la vitesse du train, l'essentiel, c'est d'aller ensemble et d'arriver à bonne gare. Effectivement. Et en parlant du parrainage, l'actualité forte du jour, c'est le mandataire d'Ousmane Sonko qui était hier au niveau de la direction générale des élections. Il n'a pas pu récupérer les fiches de parrainage pour son candidat. Aujourd'hui, il est reparti, mais il a été conduit. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je me dis que tout ce qui est en train de se passer est une suite logique par rapport à effectivement tout ce qui s'est passé depuis le début. Donc, comme je le dis, la loi doit être impartiale. Donc, du fait du besoin et de la nécessité de son impartialité, les décisions de justice doivent être appliquées. Si le tribunal décide effectivement qu'il pourrait être candidat, c'est une décision qui a été prise par la justice et chaque partie doit suivre le cours normal des choses pour finalement... Mais dans la foulée, la Direction générale des élections a sorti un communiqué tout à l'heure. Il dit sur cette question, il y a lieu de préciser qu'il n'y a pas encore de décision définitive, l'État du Sénégal ayant décidé d'exercer les voies de recours qui s'offrent à lui. Par conséquent, le dossier suit toujours son cours judiciaire. Au terme du processus, l'État du Sénégal se conformera à la décision rendue comme il l'a toujours fait. Ça vous rassure? Non, ce n'est pas une question si ça me rassure ou pas. C'est juste que je vous dis que une justice doit être équitable et pour tous. Donc c'est ça en fait ma réponse sur cette question. Une justice doit être équitable et appliquée à tous les citoyens de la même manière. Et comment pensez-vous, ou bien l'élection présidentielle à venir, vous pensez qu'elle sera transparente? On appelait à une personnalité neutre qui va organiser cette élection. Le président Macky Sall a nommé Sidiki Kaba comme ministre de l'Intérieur qui va organiser ces élections. Ce même Sidiki Kaba a rassuré dernièrement, lors de sa passation de service avec Antoine Diome, il a dit que les Sénégalais, l'élection sera organisée de manière transparente et que les Sénégalais devront respecter le verdict des urnes. Alors, vous pensez que cette élection sera transparente? Je ne peux pas parler du futur vraiment. Est-ce que ces élections sont transparentes, oui ou non, je ne peux pas le dire. En tout cas, ce que moi je sais, c'est que c'est dans l'intérêt de tous les Sénégalais, avec grand T, que cette élection-là soit transparente au bénéfice exclusif du peuple sénégalais. Sans même la nomination d'une personnalité neutre, comme Wade l'avait fait en 2012 en nommant Cheikh Gueye comme ministre chargé des élections? Et comme je le dis, c'est dans l'intérêt de tous les Sénégalais, aussi bien des politiques, des gouvernants, que des candidats, que des Sénégalais, qu'une élection transparente puisse se passer au Sénégal dans la paix et dans la quiétude. Très bien, parlons du numérique puisque vous êtes expert en cybersécurité et cybercriminalité. Vous pensez que notre pays n'a pas bien profité du numérique? Oui, ça je le pense. C'est-à-dire qu'il y a des avancées, mais à mon avis, et c'est personnel, je pense que le Sénégal a raté cette révolution numérique. Pourquoi? Parce que le Sénégal regorge de talents dans le numérique, aussi bien au niveau des universités que dans les centres de formation et même les autodidactes, parce qu'il est difficile de rencontrer un Sénégalais qui n'a pas de smartphone ou de tablette ou de téléphone portable. Et comme je le dis tout le temps, le numérique pourrait résoudre une bonne partie du chômage. Et c'est dans votre programme? Et c'est dans notre, effectivement. Nous, je crois et fermement qu'une bonne politique dans le numérique
pourrait résoudre une partie du problème du chômage des jeunes ici au Sénégal. Il y a aussi le volet sécuritaire. Et sans sécurité, on ne peut pas parler de développement. Et il y a le volet concernant la sécurité physique qui est assurée par nos forces de défense et de sécurité. Et je dis tout le temps, il faut toujours bien les traiter. Il faut des moyens, il faut de la formation, il faut du personnel. Mais il y a aussi le volet cybersécuritaire. Parce que les menaces des temps modernes proviennent du cyber, avec l'explosion en quantité et en qualité des cyberattaques qui peuvent être l'objet ou l'action de personnes isolées, d'États, de groupes d'États voyous. Et la guerre israélo-palestinienne, oui. On n'en parle pas. On va terminer sur ça. Peut-être on va en parler après. Oui. Le volet cyber constitue un des volets les plus importants parce que en plus de la guerre physique, il y a une cyberguerre qui est en train de s'opérer en ce moment à travers le monde. Et vous l'avez évoqué tantôt, le conflit israélo-palestinien, puisque vous êtes doctorant en diplomatie et relations internationales. Alors, comment faire pour une paix définitive entre ces deux peuples, l'Israël qui continue ses bombardements au niveau de la bande de Gaza? Comment faire pour une paix définitive entre ces deux pays? En fait, je pense que la solution elle a été déjà proposée. Donc je pense qu'il faut deux États et que chaque État puisse respecter l'indépendance de l'autre. Moi, je pense que c'est ça la solution. Mais on a l'impression que les grandes puissances soutiennent l'Israël. Comme on dit, les pays n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Des intérêts. C'est le discours de De Gaulle. Donc c'est ça, en fait, c'est ça. Donc, pour des intérêts personnels, chaque État a sa manière d'interpréter la situation israélo-palestinienne. Mais à mon avis, il faut deux États et que chaque État puisse respecter l'autonomie, la souveraineté de l'autre. Ahmadou Bamba Thiam, merci. Vous êtes le leader du mouvement Bop Sahar, la locomotive, candidat à la candidature à l'élection présidentielle de 2024. Merci d'être venu sur notre plateau. Et merci à vous tous, au directeur général, à vous, aux techniciens. Et le message que je lance aux Sénégalais, c'est l'objectif de Bop Sahar est de faire de chaque citoyen une locomotive capable de tirer le pays vers l'avenir, un développement social, économique, en paix et dans la prospérité. Très bien, nous vous souhaitons bonne chance pour votre candidature. Espérons que 2024, vous serez le remplaçant de Macky Sall. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique qui m'a accompagné tout au long de cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Bonsoir.